Bonjour, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à notre webinaire scientifique organisé par le CICC. De ce jour, je tiens à rappeler que nous sommes à la sixième édition, mais pour cette année 2025, nous sommes à au premier webinaire de cette année. Et comme il a été signifié dans les différents mails que vous avez reçus, c'est un webinaire qui aura lieu de façon mensuelle. Alors, les gens, vous serez bien informés pour les prochaines. Mais sur celle que nous sommes aujourd'hui, nous tenons, je suis Honorable Koulibaly Namogo, je suis du Conseil du coton et de l'ANACAD, conseiller technique de la directrice de la production au Conseil du coton et de l'ANACAD. Et j'ai l'insigne honneur de modérer ce webinaire de ce jour, avec votre permission, bien sûr. Alors, nous allons rappeler que il y a une activité d'interprétation. Donc, vous pouvez cliquer sur le globe qui s'affiche dans la barre en dessous et vous allez pouvoir sélectionner la langue que vous voulez bien et qui vous corresponde. Et si aussi, pour ceux qui ne voient pas le globe, mais il est très visible hein, sur l'écran, mais pour ceux qui ne le voient pas, vous pourrez regarder, il y a trois petits points là. Voilà. Voilà. Vous cliquez dessus sur la barre latérale là en dessous. Voilà. Et vous pourrez faire le choix de votre langue. Et on voudrait rappeler aussi que nous devons avoir ce webinaire de 9 heures, il est 9h06 à 11 heures précisément pour terminer. Et nous aurons deux présentations, mais après les différentes présentations, nous aurons des échanges et au cours des échanges, vous pourrez poser des questions dans le fil de discussion. Et aussi, pour ceux qui voudraient intervenir directement, pourront lever la main et puis nous pourrons leur passer la parole après chaque présentation. Nous voudrons vous rappeler ici également que ce webinaire, il est organisé par le Conseil international consultatif du cajou, en abrégé CICC, et il est initié dans le cadre du projet Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes. Et il est cofinancé par l'Union européenne, bien sûr, en vertu de l'accord de Samoa avec l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ. Elle est bien sûr mise en œuvre par la GIZ par le biais de son projet régional MOVCOM Cashew. Alors, j'espère que tout le monde nous reçoit et que tout le monde reçoit très bien les interprètes. Donc, si on est reçu par tout le monde, on pourra très certainement et très rapidement, pour ne pas perdre du temps, passer à notre présentation. Alors, la première présentation que nous devions avoir, elle nous sera faite par le docteur Nwende Judith Chiempore. Elle est docteure en biochimie nutritionnelle humaine. Elle est enseignante-chercheur à l'université Nancy Boni, Burkina Faso, et cela en nutrition humaine. Et elle a eu, dans le cadre de sa thèse,
a travaillé dans un projet d'identification et de sélection de noix de cajou ayant un potentiel nutritionnel dans le but de les utiliser pour des programmes de formulation nutritionnelle. Elle a été lauréate d'une bourse postdoctorale du programme des bourses de la reine Elisabeth. Et au cours de cela, elle s'est focalisée sur les aliments complémentaires pour bébés dans le cadre du projet sur l'alimentation saine, durable et abordable dans le contexte d'inflation. Cela aura pour thème effet du traitement thermique sur les caractéristiques nutritionnelles de l'amande de cajou provenant des 3 localités du Burkina Faso. Alors, nous voudrions encore une fois de plus rappeler que les questions pourront être posées dans le fil de discussion où les participants pourront aussi lever la main pour avoir la parole après chaque présentation. Ceci dit, si tout le monde me reçoit, tout le monde me perçoit, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre première présentatrice pour son thème. Alors, docteur Nowende Judith Semporé, Oui, vous avez la bonjour. parole. Bonjour, monsieur Namogo Koulibaly. C'est ça. Voilà, merci pour la parole. Alors, je suis présente aujourd'hui pour vous parler des effets du traitement thermique sur les caractéristiques nutritionnelles de l'amande de cajou bon, on a choisi de 3 localités du Burkina Faso afin de faire ces tests. Voilà, donc provenant de 3 localités du Burkina Faso. Ainsi, pour mener à bien ce travail, nous avons opté de suivre le plan suivant. Donc, je vais demander d'avancer, si possible, sur le plan. Diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà, nous allons procéder d'abord par une introduction. Après, nous allons vous présenter le matériel et les méthodes qui ont été utilisées pour obtenir les résultats. Puis, nous allons vous présenter les résultats et puis nous allons discuter ces résultats. Et nous allons terminer par une conclusion. Diapo suivante. Voilà, en introduction, il faut noter que l'Anacadie occupe maintenant une place très importante dans le monde. En l'occurrence, au Burkina Faso, et de prime abord, l'espèce était considérée comme une espèce forestière de lutte contre la désertification. Cependant, de nos jours, il présente des opportunités socio-économiques dans ce sens que plusieurs familles aujourd'hui se consacrent à la plantation de l'anacadie, se nourrissent des revenus obtenus de la vente de la noix de cajou. Et sur le plan mondial, l'exportation de la noix de cajou au Burkina Faso occupe la 12e place et sur le plan de l'Afrique de l'Ouest, elle occupe la 5e place. Slide suivant. Moi, je me suis intéressée plus sur le plan nutritionnel et il est montré que la noix de cajou a des avantages nutritionnels significatifs quant à la consommation de l'amande qu'elle contient. Selon certaines études, les amandes de cajou ont une valeur énergétique élevée avec des nutriments importants, notamment des graisses dont l'organisme a besoin, des protéines aussi, des acides gras essentiels. Il ne suffit pas d'avoir les graisses, mais des acides gras essentiels aussi et certains minéraux qui participent au fonctionnement de l'organisme. Les noix de cajou sont principalement consommées au Burkina Faso en cas salé ou épicé. Et on note qu'au Burkina, 90% de la production de la noix de cajou est principalement commercialisée sous forme brute et seulement 10% est transformée localement, principalement sous forme d'amandes blanchies ou cuites. Généralement, la transformation artisanale ou la transformation est artisanale ou semi-artisanale et suit un schéma général suivant.
On a plusieurs étapes pour la transformation, dont la première consiste la fragilisation de la noix et par cuisson à huile ou à la vapeur. Et après cela, nous avons l'extraction de la manne par décortiquage et nous avons le pelliculage et l'assaisonnement par cuisson. Tous ces traitements appliqués sur la noix, vous convenez que cela nécessite un apport de chaleur qui pourrait influencer positivement ou négativement la qualité biochimique et nutritionnelle de la manne. C'est dans ce sens que nous nous sommes posés comme objectif général d'évaluer les effets de traitement thermique sur les paramètres biochimiques de la manne de cajou. Et comme objectif spécifique, il était question d'élaborer un diagramme de transformation des amandes de cajou cru, déterminer les paramètres biochimiques des amandes de cajou cru et transformées, étudier l'effet de la transformation sur la qualité biochimique des amandes. Slide suivant. Ainsi, pour mener à bien ce travail, il était question d'avoir d'abord un matériel végétal qui était constitué de la noix de cajou. Puis, nous avons collecté ces noix dans 3 sites du Burkina Faso, à savoir 3 marchés dans la ville de Bobo-Dioulasso, deuxième capitale du Burkina Faso, 3 marchés dans la ville de Banfora et 3 marchés dans la ville de Gawa, qui sont des zones de production intense de la noix de cajou au Burkina Faso. Et, après cette collecte, nous avons obtenu 9 échantillons. Et donc, dans chaque marché, nous avons retenu une collection d'échantillons. OK, pour ce qui est des méthodes utilisées pour la détermination des paramètres physico-chimiques, nous avons utilisé la norme française V03-707-2000 pour déterminer l'humidité, qui a un caractère important pour la conservation des noix. Et aussi, pour les protéines, nous avons utilisé la norme française V0350-1970 pour la détermination des protéines. Pour ce qui est des matières grasses, nous avons utilisé la méthodologie Soxley avec ISO 659-1998. Et pour les carbohydrates, nous avons utilisé la méthode spectrométrique proposée par Montrier et Spic en 1969. Et la valeur énergétique a été calculée en fonction des coefficients d'Atwater et Bénédicte et selon Merrill et Watt en 1995. Pour ce qui est du processus de traitement, dans la première image, On the first image vous voyez que c'est un dispositif de cuisson à vapeur. Et là, nous avons Faz o prélevé cozimento a une certaine vapor, quantité de noix et nous avons cuit à fizemos a vapeur. coleta de Et algumas dans la nozes e deuxième cozinhamos a figure, vapor. nous avons Na séché les noix. imagem B, nós Puis, dans la nós troisième figure secamos C, a noz. nous avons Na décortiqué ces imagem noix et enlevé les 6, pellicules afin tiramos d'obtenir les a granules blanches au película niveau para du a figure casca 2. para ter a noz branca. Ainsi, Como na comme figura résultat, D. nous avons obtenu un diagramme Os resultados que de tivemos production foram et de feitos cuisson em du traitement diagramas sur les sobre a noix. Ainsi, le produção e diagramme suit. cozimento Nous do avons caju. d'abord les noix brutes de cajou Primeiro, que nós nous temos as avons castanhas de caju nettoyées, crua puis que fait foram une pré-cuisson à la limpas vapeur e foram à 100 cozidas a degrés pendant vapor 1 em heure. 100 Et graus après por cela, nous uma avons hora. séché Após isso, les fizemos a noix au soleil secagem pendant no 24 heures. sol durante 24 Et horas. après le séchage, nous avons décortiqué ces Após noix a pour obtenir des secagem, nós amandes que nous avons descascamos séchées au soleil pendant 6 à 12 heures. Ces noix obtenues et les amandes obtenues après séchage ont permis d'enlever les pellicules. Et après avoir enlevé les pellicules, nous avons obtenu des amandes blanches. Et suite maintenant à ces amandes blanches obtenues, nous avons opté de faire 2 types de traitements qui sont appliqués ici pour obtenir les amuse-gueules d'amandes de cajou. Ainsi, nous avons procédé à la friture pour une raison d'1 minute
à 100 degrés. Et après cela, nous avons refroidi et déshuilé. Déshuilé, ici, nous avons utilisé et des lotus pour déposer les noix frites pour pouvoir absorber quand même l'huile utilisée pour la friture. Et dans un deuxième temps, nous avons torréfié. La torréfication, c'est un processus qui prend plus de temps que la friture afin que la coloration des amandes change. Donc, nous avons torréfié pendant 15 minutes à 100 degrés, puis nous avons procédé au refroidissement. Et après, nous avons broyé les amandes que nous avons obtenues et nous avons obtenu de la pâte pour les différentes analyses. Et en résumé, pour ce qui est de la composition biochimique des amandes de cajou crues, puisque pour pouvoir faire la comparaison, nous étions obligés de faire des analyses biochimiques sur les amandes crues et aussi sur les amandes traitées afin de pouvoir voir l'influence de la température. Ainsi, il est ressorti que les amandes crues de Gawa, Bobo et puis Banfora présentaient, oh, désolé, j'ai gardé ce slide en anglais, et ça présentait il n'y avait pas de variation sur le plan de l'humidité et aussi sur le plan des cendres, il n'y avait pas de variation. Par contre, au niveau des protéines, nous constatons que les amandes crues de Gawa présentaient 30,11% de protéines par rapport aux autres qui étaient autour de 25%. Et pour ce qui est des carbohydrates aussi, nous avons constaté que les amandes de Bobo ont présenté les plus faibles valeurs en carbohydrates en raison de 8,22%. On peut continuer. Et il faut continuer parce que toute l'image doit sortir pour que je puisse. Voilà, encore, voilà, c'est bon. D'accord. Ici, nous avons essayé de voir l'effet de la friture de la torréfaction sur la couleur des amandes. Et nous voyons que sous l'effet de la chaleur, la coloration a changé. Au niveau des amandes frites, nous constatons que c'est bien doré et c'est agréable. Et pareillement pour les amandes torréfiées, qui sont dorées, mais pas comme pour les amandes frites. Et là, nous pouvons dire que ça se justifie parce que sous des températures élevées, le sucre et l'eau donnent des caramels. Mais en l'absence d'eau aussi, les sucres et les acides aminés développent des arômes par l'entremise des deux mécanismes distincts, à savoir le brunissement de Maillard et aussi la caramélisation. Donc, cela peut justifier le fait que on a eu le changement de coloration parce que les amandes sont constituées de sucre et aussi de protéines. Donc, avec la chaleur, ces éléments peuvent et, et changer et aussi changer la coloration des amandes blanches en ces amandes dorées que nous voyons. On peut continuer. Voilà, ici, bon, je vais demander d'appuyer. Il faut, il faut avancer parce qu'il y a quelques... Voilà. Ici, nous voyons que les traitements apportés sur les amandes de Banfora ont eu un impact sur l'humidité. Voilà, nous voyons que dans un premier temps, les amandes crues avaient une teneur en eau élevée et suite au traitement, il y a eu une perte d'eau qui a fait baisser la teneur en eau. Pour ce qui est des cendres, c'est au niveau des amandes frites que nous avons constaté une légère variation. Et pour ce qui est des protéines, nous avons constaté que les traitements thermiques ont diminué la teneur en protéines. Et pour ce qui est des lipides, nous voyons que au niveau des amandes torréfiées, le niveau de lipides a complètement baissé. Et pour au niveau There's des amandes a frites, lower ça a baissé, level mais par rapport aux amandes of fat. torréfiées, c'est un peu toujours élevé. On peut continuer. You can continue. Next slide.
Pour ce qui est des amandes de bobo, Concerning the nous kernels constatons la même from chose par Bobo rapport à Dioulasso, we l'humidité can notice et the aussi same par thing rapport concerning au the cendre et puis aux moisture protéines. and also for Et ash and au niveau des protein. lipides aussi, nous constatons que Concerning the le taux fats, en we liquide notice that a baissé. there's C'est au there's niveau a du lower rate carbohydrate, par of contre, nous voyons fats. que le And taux a but augmenté here à ce niveau. with On peut carbohydrate, we continuer. see a small C'est déjà um passé. Et maintenant, pour ce qui concerne les amandes de Gawa, nous voyons également la même chose pour l'humidité et la même chose pour les protéines et également pour les carbohydrates. Ça montre que les traitements n'ont pas varié ça n'a pas ça n'a pas varié de façon significative d'un échantillon à l'autre. C'était presque les mêmes résultats que nous avons trouvés par rapport aux échantillons, aux différents échantillons. On peut continuer. Et enfin, maintenant, pour ce qui est de la valeur énergétique, nous avons constaté à la fin que, au départ, pour les amandes crues, nous avons des valeurs énergétiques qui sont plus élevées par rapport aux valeurs énergétiques des amandes torréfiées et des amandes frites. Maintenant, nous allons tenter de vous expliquer quel a pu être ce qui s'est passé pour que nous puissions aboutir à ces résultats. Donc, nous pouvons continuer. Pour ce qui est de la composition nutritionnelle des amandes de cajou crues commercialisées dans les 3 villes de Burkina Faso, pouvons noter que les amandes, elles étaient particulièrement riches en protéines au niveau de celle de Gawa, qui avait la plus forte teneur, qui était 30,11, plus ou moins 0,99 et 89%. Ici, nos résultats sont supérieurs à ceux trouvés par Venkata Chalam et Sat en 2006 et Rico et Al en 2016, qui avaient des valeurs inférieures aux nôtres. Les teneurs en lipides des amandes des 3 villes sont supérieures à celles trouvées par Aki, Hami et Atazi en 2008, soit 49,1%. Cependant, elles sont inférieures à celles rapportées par Trox et Al en 2010, soit 66,21, plus ou moins 7,87%. Pour ce qui est des effets de la friture et de la torréfaction sur la teneur en macronutriments des amandes, d'une manière générale, nous avons constaté que la friture et la torréfaction et la friture ont contribué à une variation de la qualité nutritionnelle des amandes. En outre, la friture en outre, la friture a entraîné une réduction plus importante de la teneur en protéines. Et la teneur en eau a considérablement diminué après les différents traitements thermiques. On peut continuer. Bambou Toby en 2019 et Croquidia et Al en 2000 avaient rapporté que la variation de teneur en eau était remarquable en fonction de la température, l'épaisseur de la matière et aussi du bain d'huile. Parce que lorsqu'il y a la température, le phénomène de la chaleur, nous voyons que l'eau commence à s'évaporer. Donc, cela peut justifier le fait que nous trouvons que au niveau des amandes torréfiées et puis des amandes frites, on a perdu une importante quantité en eau des amandes. La réduction de la teneur en protéines suite aux 2 traitements, nous voyons que les résultats sont contraires à ceux de Trips et Al en 2015, qui, eux, avaient trouvé que dans les farines précuites à base de maïs et de soja, ont eu plus de une élévation en teneur de protéines par rapport à chez nous que nous avons constaté qu'il y a une diminution. Cependant, la diminution de la teneur en protéines peut s'expliquer par la dénaturation des protéines suite à l'action de la chaleur. En effet, suite à l'action de la chaleur, les protéines peuvent être dénaturées et pendant le dosage, nous n'allons plus retrouver les protéines d'origine.
Et ce sont les protéines qui sont toujours présentes que nous allons pouvoir doser. La réaction de la teneur en lipides suite à la torréfaction, la chaleur peut fragiliser, pardon, la chaleur peut fragiliser les cellules des amandes de cajou et sous l'effet de la chaleur, ces cellules-là peuvent s'éclater, libérant la matière grasse que nous allons perdre. Voilà pourquoi nous pouvons noter que au niveau des amandes frites et torréfiées, nous notons que il y a une baisse de la matière grasse. Il y a une baisse de la matière grasse à ce niveau. Et aussi au niveau des amandes frites, nous avons vu qu'il y a une partie là où la matière grasse a augmenté. Cela peut être dû à l'influence de l'huile de friture que nous n'avons pas assez absorbée avec les lotus. La valeur énergétique des amandes grillées et frites était inférieure à celle des amandes brutes et dans les trois villes. Ce phénomène résulte simplement de la diminution des teneurs en protéines et en matière grasse après les différents traitements, vu que on utilise cette teneur-là pour pouvoir calculer la valeur énergétique. En conclusion, nous pouvons noter que la caractérisation physico-chimique et nutritionnelle des noix des trois villes a montré que les amandes ont une teneur élevée en protéines, en lipides et en glucides. Les échantillons de GAWA ont présenté les teneurs en protéines et en lipides les plus élevées. Je peux continuer. Et les différents traitements appliqués aux amandes ont induit une réduction considérable des teneurs en eau et en protéines et d'augmenter les teneurs en glucides. Pour mieux connaître l'effet du traitement sur les amandes de cajou, il serait important de prolonger cette étude en déterminant les nouvelles molécules formées. Nous vous remercions pour votre attention et nous nous prêtons à vos différentes questions afin de pouvoir mieux éclaircir notre présentation. Merci beaucoup, docteur Judith Semporé, pour cette brillante présentation que je pense pour ma part va permettre à tous nos participants de pouvoir mieux comprendre toutes ces potentialités que nous avons dans l'amande de cajou. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à M. Sylvain Kouadio, qui est le statisticien junior au CICC, qui pourra nous lire les premières questions dans la file de discussion. Et puis, après cela, je tiens à préciser que pour chaque question, on va donner en même temps la réponse. Et puis, à la suite de cela, pour ceux qui voudront bien lever la main plutôt pour poser des questions directement pourront le faire. Mais il serait important pour tous ceux qui vont poser des questions de bien vouloir se présenter avec leur nom, leur institution et leur pays. Parce qu'ils n'auront pas la vidéo, donc on voudrait déjà à partir de l'audio pouvoir identifier l'intervenant. Merci beaucoup. Monsieur Sylvain Kouadio, avez-vous des questions à partager avec la présentatrice? Oui, merci, Monsieur Koulibaly. Nous avons déjà des questions. Merci d'avoir rappelé les différentes phases de la partie questions-réponses. Alors, Madame Judith, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Je rappelle que pour chaque question, vous devrez apporter une réponse et ainsi de suite. Alors, je vais lire la première question. La première question nous vient d'une personne anonyme qui demande quels sont les impacts de ces résultats pour les transformateurs et les consommateurs de noix de cajou. Merci beaucoup pour cette question. Et les impacts de ces résultats par rapport aux consommateurs de ces noix de cajou, c'est de plus savoir quels sont les éléments nutritionnels qu'ils peuvent obtenir face à la consommation de la noix de cajou. Et il faut noter que les résultats que nous avons obtenus, c'est de façon générale parce que nous tenions à continuer
et ces analyses dans le cas de déterminer les acides aminés et aussi les acides gras, afin de savoir est-ce que ce travail-là, ça dénature et comment ça diminue forcément l'apport en acides aminés ou en acides gras. Cependant, il faut savoir que le fait de transformer aussi les noix, ça diminue le, le liquide toxique qui est dans les amandes de cajou et ça prévient le consommateur. C'est très important. Mais c'est agréable à consommer lorsque c'est frit et c'est cuit. Et c'est torréfié du moins. Voilà. Et aussi pour des utilisations dans des cas de formulation, et on pourra savoir si il sera important d'utiliser les amandes crues ou bien ça serait intéressant de transformer ces amandes-là avant de les utiliser. Si tu en as D'accord. besoin de... Oui, Oui, bien oui. sûr, vous pouvez continuer. Oui, parce que nous avons vu que la transformation des amandes de cajou diminue en quelques lieux la teneur en matière grasse. Donc, maintenant, les gens sont en train de lutter contre la consommation des produits gras. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a de ces amandes. Les amandes diffèrent. J'ai eu à faire des travaux sur des accessions d'amandes. Nous avons vu qu'il y a des amandes qui sont extrêmement riches en matière grasse et il y a des accessions qui n'étaient pas riches en matière grasse. Donc, en fonction euh, de la variété dont tu disposes, tu peux décider d'une technologie afin de pouvoir faire des formulations. D'accord, merci, madame. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qui explique la différence de résultats entre vos recherches et ceux des autres? Ce qui explique la différence des résultats, bon, il y a plusieurs différences. Bon, par exemple, au niveau des paramètres physico-chimiques de façon générale, nous avons vu qu'il y a des différences, mais cela aussi peut être dû par rapport au lieu de production des noix de cajou et aussi par rapport à la variété, parce qu'il y a plusieurs types de variétés et ce pas les mêmes variétés que nous avons utilisées. Et moi, particulièrement, ici, c'est pas des variétés parce que j'ai fait une collection au niveau du marché. Donc, c'est un mélange de variétés que j'ai pris. Donc, cela peut déjà expliquer. Mais au niveau de la diminution des protéines, nous avons vu que il y a d'autres études qui ont montré qu'au niveau du maïs et puis du soja, après les transformations, ils ont vu que non, le niveau de protéines augmente. Voilà. Donc, ça pourra être dû à des réactions et aussi par rapport, c'est pas le même type de produit, donc les traitements thermiques ne sont pas la même chose. Au niveau de la farine, on n'a pas eu à faire des fritures, donc les réactions qui se sont passées lors du traitement, c'est pas la même chose, donc ça peut justifier cela. D'accord, merci, madame. Alors, la troisième question, entre l'amande de cajou frite et torréfiée, lequel est le plus recommandé? Je vais plus recommander l'amande de cajou torréfié parce qu'il n'y aura pas un apport extérieur de matière grasse, mais tout dépendra du goût de tout un chacun. Voilà. D'accord, merci, madame. Alors, la quatrième question, avez-vous fait une analyse de l'effet de la première étape de traitement de noix brutes sur la composition des amandes? Une analyse de De la l'effet de la première étape. première étape, je comprends Bon, pas. Oui, je relis la ah oui, question. peut-être au niveau comment? La cuisson à vapeur, je sais pas. Quand il D'accord, donc je parle de relis la première, je question. sais pas si, oui, bon, je sais plus s'il parle de première étape. Je sais pas c'est de quelle étape il parle, quoi. C'est la cuisson à vapeur ou bien, voilà. Parce que quand il me parle de première étape, nous avons fait les analyses sur les amandes crues et les amandes torréfiées et frites. Mais maintenant, quand il me parle de première étape, et D'accord, puis donc s'il peut revenir, voilà, pour que je me situe. Ben c'est sinon, compris. bon, quel qu'en soit,
l'étape dont il parle, bon, les analyses ont été faites sur les amandes crues. Les amandes crues, à savoir, les amandes qui n'ont même pas été traitées, ni passées à la vapeur, ni frites, ni torréfiées. Voilà, c'est les amandes brutes. Voilà. Et maintenant, nous avons passé à une phase de transformation, obtenir les amandes torréfiées, les amandes frites, et nous avons fait ces analyses aussi. Voilà, donc D'accord, merci. Alors, la question qui suit, qu'est-ce qui peut expliquer la différence entre les valeurs de protéines obtenues dans les trois zones d'échantillonnage? ben, ça dépendra des variétés des amandes qui sont utilisées. Parce que, comme je le disais avant, et nous avons utilisé des échantillons provenant de partout. Bon, je ne sais pas, au marché, les commerçants, ils payent les noix de cajou de plusieurs producteurs. Donc, nous l'avons reçu. Je me dis, bon, peut-être les, les variétés utilisées aussi peuvent jouer sur cela. Parce que normalement, je devais présenter deux communications. Mais quand j'envoyais mes communications, j'ai omis l'autre qui était vraiment très important parce que j'ai eu à travailler sur 54 accessions et les accessions n'étaient pas pareilles. Et voilà. Donc, je me dis que c'est dû à cela. On ne peut pas avoir les mêmes teneurs en protéines. D'accord, merci, madame. Alors, on a une question de lait Adeyini du Nigeria qui veut avoir des précisions sur la taille de l'échantillonnage, en particulier concernant la taille de l'échantillonnage sur le marché. Sa question est la suivante. J'aimerais avoir des précisions sur l'échantillon collecté. S'agit-il de cacao, RCS ou d'amandes Oh, RCS, je ou comprends d'amandes? pas. Ce sont les noix que nous avons collectées. Les noix brutes, pas les amandes. Nous avons collecté les noix que nous avons concassées nous-mêmes afin d'extraire les amandes. Voilà. D'accord, merci, madame. Alors, l'avant-dernière question pour le moment nous vient de Anne Mireille qui veut savoir pourquoi frire les amandes avant de torréfier. Ce qu'on a fait. On a opté pour deux méthodes de mode de cuisson, la friture et la torréfaction. Donc, après avoir obtenu les amandes et trucs cuits à la vapeur, nous avons divisé ces amandes en deux et une partie a été torréfiée et l'autre partie a été frite afin de voir quelle est la meilleure manière de... Bon, pas la meilleure, pour savoir les impacts sur la friture et aussi sur la torréfaction. Nous n'avons pas frit et puis torréfié. C'est pas ce qui a été fait. C'est deux modes de cuisson qui ont été utilisés. D'accord, merci, madame. Alors, on va passer à la dernière question pour le moment. Avez-vous une explication des différences notées entre les amandes des trois régions? Quels sont les déterministes de cette différence? Les différences sur les amandes notées. Donc, je reprends la question. Oui, reprenez. Avez-vous une explication des différences notées entre les amandes des trois régions? Quels sont les déterministes de cette différence? Il y a des différences entre les amandes des trois régions, forcément. Mais les déterminismes, parce que c'est pas, les amandes ne sont pas produits sur le même sol. Et puis le climat varie au Burkina Faso comment on appelle ça, d'une localité à l'autre. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, merci madame. Alors, nous avons une dernière question de M. Mamadou du Bénin. Il veut savoir, afin d'avoir une qualité nutritionnelle adaptée aux consommateurs, que proposez-vous pour une formulation de yaourt à base de lait d'amande de cajou, amandes blanchies, frites ou torréfiées? Je vais, pour une formulation de yaourt,
afin de ne pas impacter sur la coloration du yaourt, je préférerais qu'on utilise les amandes crues. Mais cependant, il faudrait au préalable passer à la vapeur afin de libérer ces amandes-là du liquide toxique. Voilà. Parce que lorsque tu D'accord, merci. décortiques les noix, sans les avoir fait passer à la vapeur, c'est corrosif. Et se constitue à cette substance-là va contaminer les amandes. Mais si on fait passer les amandes à la vapeur, et ce liquide-là se libère et les amandes sont plus sûres. Et là, il faudra après avoir passé à la vapeur, il faudra sécher ces amandes parce que les amandes vont se prendre en eau parce qu'il y a la vapeur aussi qui agit. Donc, il faudra les faire passer au séchage pour pouvoir les libérer D'accord, de... Voilà. d'accord, merci, madame. Alors, nous avons une question pour clarification. La personne demande à être clarifiée. Je pense que c'est- ce sont les amandes blanches obtenues après la première étape de transformation qui sont considérées comme des amandes crues. Ici, nous n'avons pas considéré les amandes blanches avoir... OK. Non, non, c'est pas ça. Parce que lorsque les amandes sont passées à la vapeur, les noix sont passées à la vapeur, directement, il y a le phénomène de chaleur qui est déjà là. Ici, nous avons considéré les amandes crues comme les amandes recueillies directement, voilà, au marché et sans traitement préalable. Voilà. Les amandes obtenues après comment on appelle ça? Comment on appelle, après le processus de cuisson à vapeur peuvent être considérés comme des amandes blanches. Simple, mais pas crues. D'accord, merci, madame. Euh, nous avons encore une question. Qu'est-ce qui explique l'utilisation de la méthode de cuisson à la vapeur, le séchage au soleil des amandes de cajou, décortiquées bien sûr? Ces méthodes sont peu industrielles. Elles sont plutôt artisanales. Ici au Burkina Faso, j'ai bien situé le contexte qu'au Burkina, c'est ce qui se passe ici. Parce que les gens eh, ils ne veulent pas consommer les amandes blanches parce qu'ils se disent que non, à cause du liquide toxique, et ça peut porter atteinte à comment on appelle ça, à leur santé. Et aussi, c'est pour des questions organoleptiques. Parce que après avoir transformé ces amandes-là, il y a des arômes qui se dégagent. Et aussi, côté visuel, et c'est plus attrayant, quoi. Donc, voilà. C'est ce qui est utilisé ici, afin que si c'est pour les amandes blanches, c'est pour d'autres fins, mais les amandes crues, c'est utilisé. Les amandes torréfiées et frites sont utilisées ici pour la consommation comme des amuse-gueules. Souvent, on les concasse pour mettre dans des yogourts pour consommer aussi. D'accord. Il y a des personnes qui demandent si c'est possible d'avoir votre présentation après. Il n'y a pas de souci. Mais là, si c'était possible que j'ajoute les références parce que j'ai omis de mettre les références au niveau de l'introduction, tout ça. Là, après, ils pourront vérifier aussi. Je pourrais retravailler sur la présentation et puis vous l'envoyer pour qu'ils puissent disposer de cette présentation. D'accord, Madame Judith, ne vous inquiétez pas. Nous aurons une base de données sur notre site Internet où il y aura les références de tous les Pardon? présentateurs. Je disais, ne vous inquiétez pas, nous aurons une base de données sur notre site Internet où il y aura les références de tous ceux qui auront eu à faire des présentations lors de nos webinaires. Donc, à partir de là, ils pourront déjà vous contacter. Je ne vous reçois plus bien. Vous me recevez? Oui, je crois qu'il a un problème de micro. Oui, Il je disait vous que, reçois. oui, après, nous allons
vous fait parvenir tout ce qui est comme élément important qui doit figurer sur la présentation afin de partager aux personnes qui ont demandé. Ok, merci. Merci Ben, je beaucoup, tiens Monsieur à dire Sylvain. quelque Je pense chose. que, Je tiens à dire quelque chose avant de passer la allez-y. parole au modérateur. Voilà, ça fait vraiment plaisir de présenter un sujet, de se rendre compte aussi que les gens sont intéressés. Ça fait vraiment plaisir et je tiens à mentionner que cela me permet de bien débuter ma journée au Burkina Faso. Et aussi, je tiens à rappeler, je ne sais pas le nom, parce qu'il m'avait promis du garba la première fois qu'on a discuté, mais bon, jusque-là, je suis devant ma porte et je ne vois personne arriver. Donc, bon, je tiens à relever cela parce que j'ai travaillé sur la manne de cajou, mais j'aime le garba aussi. Donc, voilà. Il faut Monsieur le coordinateur, je vous demande de le rappeler pour que D'accord, Madame. les Merci choses soient beaucoup. Il n'y a pas de Je problème. pense merci. que Bonne. je pense que votre garde va arriver. Je pense qu'il a pris bonne note. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a Monsieur Daouda Yao qui dit qu'il n'a pas eu de réponse à sa question. Sa question, c'était qu'est-ce qui explique la différence de résultats entre votre recherche et celle des autres? Mais je pense que j'avais répondu à cette question. Bon, il a rappelé pour dire qu'il ne comprenait pas. Peut-être qu'il n'a pas bien saisi. Si vous pouvez revenir dessus, sur la réponse. Mais- Parce qu'il a demandé à savoir quelle est la différence de mes résultats par rapport aux autres personnes, Qu'est-ce par qui rapport aux explique autres cela? auteurs. Voilà, Voilà, c'est ça. j'avais juste dit parce que les amandes et les noix de cajou, les échantillons que nous avons utilisés, c'est pas forcément les mêmes échantillons. Voilà, parce que nous pouvons savoir que même dans n'importe quel truc, comment on appelle ça, céréales ou bien légumineuses, il y a plusieurs variétés. Et moi, j'ai fait l'échantillonnage dans un marché. Et dans le marché, dans, au travers des marchés même, on pouvait avoir des différences parce que là où j'ai fait les échantillonnages, c'est pas forcément les mêmes producteurs qui approvisionnent. Donc, on peut avoir plusieurs variétés. Voilà. Si c'était sur des variétés types que j'avais travaillé par rapport à ces auteurs, là, je pouvais dire, bon, peut-être il y a quelque chose, mais ici, comme je ne maîtrise pas les variétés sur lesquelles j'ai travaillé, c'est de façon vrac que j'ai fait l'échantillonnage, je peux dire que non, c'est dû à cela qu'il y a des différences par rapport aux autres études. Je ne sais Merci pas beaucoup. s'il y a autre chose. Je pense que c'est bien compris. Et je voudrais dire qu'on était à l'étape des questions qui ont été posées à travers des messages, mais il était prévu que le docteur ait 40 minutes de présentation. Elle a fait 30 minutes. Je tiens à féliciter cela et à lui dire merci. On devait avoir 15 minutes d'échange et donc on devait pouvoir passer à la seconde présentation à 10 heures. Mais néanmoins, on avait permis à ceux qui voudront aussi lever la main pour pouvoir poser des questions. Ici, je pense que je ne vois pas de main levée. Bon, donc, comme on a encore 7 petites minutes avant la prochaine présentation, s'il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de clarification sur leurs questions et sur le thème qui a été choisi, ils pourront lever la main et puis intervenir directement tout en se présentant et en indiquant leur pays et leur structure. Merci beaucoup. Monsieur Sylvain, vous pouvez suivre ça s'il y a des mains levées. Oui, bien sûr, Monsieur Koulibaly. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu de main levée. Nous attendons. Dans quelques minutes, nous allons laisser la parole à la deuxième présentatrice. Donc, pour le moment, nous attendons les mains levées. Mais s'il n'y a pas de main, je pense que ça voudrait peut-être dire que les gens ont bien compris. Et donc, on pourrait gagner du temps. Si la deuxième présentatrice est prête, on pourrait l'annoncer. Et puis, maintenant, si elle n'est pas prête, on va lui donner le temps puisqu'elle devait démarrer à 10 heures. D'accord, d'accord. Nous avons Mais une main levée. Voilà.
de Madame. C'est monsieur, c'est Oumo Diallo Baldé, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, allez-y. Vous pouvez poser votre question tout en vous présentant, indiquant votre pays et votre structure. Vous ouvrez votre micro, on ne vous entend pas, hein. Monsieur Oumo, on n'entend pas, hein? Oui, Ah, c'est madame. Excusez-nous, hein? oui, c'est Excusez-nous, madame. madame. Bonjour. Merci. Ça va? Bonjour. Très bien, merci. D'accord. Merci pour votre brillante présentation. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir quelles sont les températures idéales pour les stages de noix. Est-ce que Donc, vous quels me sont les... comprenez? Présentez-vous d'abord votre structure et puis D'accord. votre Je pays. m'appelle Oumou Diallo Baldé. Je suis de la Guinée-Bissau. OK. Et votre question, c'est les températures idéales? Oui, pour les séchages des noix de cajou. OK. OK. Ok, Merci merci. beaucoup. Merci. Allez-y, docteur Judith. Ben, ici, nous avons opté de faire le séchage au soleil. Ben, bon, nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas déterminé une température, comme plutôt le temps. Voilà, nous avons séché, voilà, nous avons mis ça sur le diagramme, nous avons fait le séchage et sous le soleil. Et après avoir décortiqué et dépelliculé aussi, nous avons procédé à un séchage sur le soleil. Sous le soleil, du moins. D'accord. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir le temps, si c'est en une journée ou en 2 jours? Oui, en une journée, c'est détaillé dans, oui, j'ai fait le séchage avec les coques, c'était en une journée. Maintenant, le séchage au niveau pour les amandes obtenues avec les pellicules, ça c'était entre 6 à 12 heures. D'accord. C'est bon? Madame, C'est vous bon. avez satisfaction? Oui, merci. C'est D'accord. bon. Mais moi, je voudrais revenir dessus pour demander, c'est des noix de cajou qui étaient déjà séchées par le producteur que vous avez resséchées, ou bien c'était des noix de cajou provenant directement des plantations? C'est des noix de cajou provenant de chez le producteur, mais les amandes crues, les amandes crues, nous n'avons pas séché ces amandes crues. Là où il n'y a pas eu de transformation, nous n'avons pas séché. Mais par contre, c'est là où nous avons effectué les transformations, nous avons fait la cuisson par vapeur. Parce qu'après la cuisson par vapeur, il y a une prise en humidité. Voilà pourquoi nous avons séché ces noix. Sinon, les amandes brutes recueillies au niveau des revendeurs, nous n'avons pas touché, nous n'avons pas séché. Et lorsque vous voyez l'humidité qui est présentée là-bas, c'est l'humidité obtenue dès que nous avons payé les amandes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va remercier notre présentatrice, le docteur Judith, et encore lui réitérer toutes nos félicitations pour cette brillante présentation. Je pense pour ma part qu'elle a édifié vraiment notre entendement des amendes au niveau nutritionnel. Alors, à cette suite, docteur, félicitations, hein, merci beaucoup. Voilà, nous Merci à vous. allons vous laisser tout en vous rappelant que les participants ici, déjà au nombre de 59, ont besoin de votre présentation et donc vous pouvez la retravailler comme vous l'avez bien dit et puis l'envoyer, je pense, à notre responsable webinaire pour qu'il puisse partager Ok. avec tous les participants. D'accord, Merci d'accord. beaucoup. Voilà, votre garde va venir et vous pouvez Merci, vous merci. régaler. Merci bien. D'accord, je pense qu'il a pris bonne note. Alors, sans plus tarder, je pense qu'il est 10 heures. Nous allons passer à notre seconde présentation
présentation qui sera faite par Madame le docteur Yeri Jacqueline Cancier. Alors, elle est doctorante en phytopathologie, ingénieure en agronomie et titulaire d'un master en protection intégrée des cultures. Et elle est en année de thèse à l'université Nancy Boni, où elle mène des recherches sur des thèmes tels que le diagnostic, caractérisation et contrôle des agents pathogènes associés à la gomose de l'anacardier et l'identification des clones résistants dans la zone de production du Burkina, dans les zones de production au Burkina Faso. Alors, son thème, c'est les inventaires des champignons associés aux symptômes de la gomose, de l'anacardier dans les zones de production au Burkina Faso. Donc, je pense qu'il n'est plus à rappeler que les questions seront posées dans le fil et qu'après, il pourra y avoir des prises de parole après la présentation. Alors, docteur Yeri Jacqueline Cancier, nous vous passons la parole. Merci beaucoup. Elle est là? Oui, je suis là, Monsieur Koulibaly. OK. Merci bien pour la parole. Merci. Et bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre étude sur l'inventaire des champignons associés aux symptômes de la gomose et l'anacardier dans les zones de production au Burkina Faso. Et avant cela, comme M. Koulibaly l'a bien introduit, je suis doctorante en phytopathologie à l'université Nancy Boni du Burkina Faso. Et le plan s'articulera comme suit: introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, enfin conclusion et perspective. Il faut noter qu'en guise d'introduction, la noix de cajou est le troisième produit agricole d'exportation après le coton et le sésame au Burkina Faso. Et la production nationale de noix de cajou par an s'élève à 100 000 tonnes sur une superficie de 65 800 hectares et assurée par 45 000 producteurs. Et en 2018, la filière anacarde a généré une valeur ajoutée de plus de 30 milliards de francs CFA. Cependant, en 2011, ICA a noté des faibles rendements au niveau des plantations d'anacardier, impliquant ainsi le défi d'améliorer les rendements par l'utilisation de matériel de plantation amélioré. Ainsi, l'INERA, depuis 2011, avec le projet ICA, a amorcé un programme de sélection de clones d'anacardier performants, exempts de symptômes de maladie et tolérants aux insectes ravageurs. Mais cependant, nous avons noté quelques années après que des symptômes de maladie, notamment de la gomose et l'anacardier, ont été observés sur ces arbres d'intérêt et sur certains plants greffés dans les parcs à bois et suivis par la recherche. Et il faut noter que ces maladies ont été déjà signalées dans des études en Afrique de l'Ouest. Ainsi, notre étude s'inscrit en vue d'éclaircir la question d'éclaircir sur les connaissances de cette pathologie. Et comme objectif spécifique, il s'agit d'évaluer l'incidence et la sévérité de la gomose. Ensuite,
décrire les différents symptômes de la maladie et enfin, identifier les champignons associés aux organes malades. Et pour mener à bien notre étude, un certain nombre de matériels et méthodes ont été utilisés. En premier point, nous avons le site d'étude. À ce niveau, 4 régions du Burkina Faso ont été concernées. Il s'agit de la région des Hauts-Bassins avec 2 provinces d'études, à savoir le Houé et le Kénédougou. Ensuite, nous avons la région des Cascades avec la Pomoe et la Léraba, suivi de la région du Sud-Ouest avec 2 provinces, le Poni et le Numbiel. Enfin, la région du Centre-Ouest avec la province de la Sicile. Donc, au total, nous avons travaillé sur 7 provinces. Ensuite, nous passons aux paramètres évalués. À ce niveau, nous avons évalué l'incidence et la sévérité de la maladie. Et pour ce qui est de l'incidence, nous avons retenu un échantillon de 50 pieds dans chaque verger prospecté. Et pour l'incidence, nous avons exprimé un taux d'infection en appliquant la formule proposée par Cook 2006. Et quant à la sévérité, nous l'avons déterminée à l'aide d'une échelle de notation proposée par Cardoso et collaborateurs 1998. Et nous l'avons exprimée en pourcentage dans notre étude pour pouvoir mieux quantifier différents symptômes sur les différents sites d'études. Ensuite, nous passons au point suivant, la collecte des échantillons. À ce niveau, nous avons effectué des prélèvements d'organes sur les différents pieds prospectés. Et on a fait des prélèvements des racines, des rameaux, des feuilles et des écorces. Et il faut dire que nous ne sommes pas contentés des pieds malades, on a aussi collecté sur les pieds asymptomatiques pour avoir plus d'informations. Et pour les prélèvements, nous nous sommes munis de pioches, de couteaux et de sécateurs. Et chaque outil a été utilisé selon l'organe concerné. Nous avons utilisé également un GPS pour la collecte des coordonnées géographiques de chaque site d'étude. Ensuite, les échantillons ont été codés en portant le numéro, le nom du site, la date de prélèvement et avec les coordonnées géographiques relevées. Et ensuite, il faut dire que nous avons utilisé des enveloppes pour conditionner les différents échantillons collectés. Et ces différents échantillons ont été transportés dans une glacière et conditionnés, gardés à une température de 4 degrés au laboratoire. Et notons aussi que lors de la collecte de données, nous avons utilisé des fiches d'observation pour collecter des informations nécessaires et relatives à chaque échantillon donné. Ensuite, nous passons à l'étape d'isolement. Et nous avons la figure 2 qui nous montre le schéma utilisé, le schéma que nous avons suivi lors de l'isolement au laboratoire. En image A, nous avons la désinfection des différents organes collectés à l'alcool 70%, suivi de l'eau de javel 1% et rincé 3 fois à l'eau distillée stérile. Ensuite, nous avons en image B l'incubation des différents organes désinfectés. Et au préalable, ces différents organes-là ont été coupés en des diamètres de 5 mm. Voilà. Et l'incubation a été faite dans des boîtes de pétri contenant du papier buvard humidifié. Et ensuite, le tout a été porté en chambre humide, voilà, à une température de 25 degrés, sous une alternance de 12 heures aux ultraviolets et
12 heures à l'obscurité pendant 7 jours. Ensuite, nous avons en image B les résultats à l'issue des 7 jours d'incubation en chambre humide où nous observons des champignons qui ont germé sur les différents organes. Et pour cela, nous avons en image D, nous avons une loupe oculaire qui a permis de décrire les différentes structures, à savoir le mycélium, les spores, voilà, des différents champignons qui ont germé. Et ensuite, nous avons couplé cela à l'observation au microscope optique pour mieux décrire la structure interne, voilà, à un fort grossissement. Et enfin, nous avons l'image F qui nous montre la clé d'identification de Mathieu et Consdal 2003 que nous avons utilisée et associée à la revue bibliographique pour pouvoir faire l'identification des différents champignons isolés. Ensuite, nous avons le point suivant, l'analyse des données. À ce niveau, nous avons utilisé le logiciel Excel pour la saisie des données et aussi la réalisation des différents graphiques. Ensuite, nous avons utilisé le logiciel R version 4.3.3 pour calculer les taux d'infection, les taux d'incidence et la sévérité de la maladie, et également pour obtenir le pourcentage des différents champignons isolés. Et ensuite, nous passons au point suivant. Et à l'issue, grâce à cette méthodologie, nous avons obtenu des résultats intéressants que nous avons vous présenter. En guise de résultats, en premier point, nous avons l'incidence et la sévérité de la maladie. Et les résultats d'analyse ont révélé une différence et des similarités au niveau de l'incidence qui a varié considérablement allant de 63,8% à 100%. Et nous avons la figure 3 qui nous montre effectivement 4 provinces qui ont atteint même des taux de 100%. Et quant à la sévérité, elle a varié de 19,9% à 46,13%, indiquant des taux modérés et à des taux élevés. Et cela nous renseigne sur l'ampleur de la maladie dans les différents sites d'études. Et ces résultats sont en accord avec ceux de Cardoso et collaborateurs en 2004, qui ont aussi obtenu des taux d'incidence allant de 47,9% et à 99,1% sur la gomose de l'anacardie au Brésil. Et également, nos résultats sont en accord avec ceux de Omokwa et Shima 2014 au Nigeria, qui ont noté des taux d'incidence de 29,5% et 76% sur l'espèce Terminalia. Ensuite, nous avons le point suivant, la relation entre l'incidence et la sévérité de la gomose et l'anacardie. Et à ce niveau, nous avons voulu comprendre s'il y a un lien entre ces deux paramètres évalués. Et les résultats d'analyse ont montré qu'il y a une forte corrélation. Et cela a été mis en évidence par le test de Spearman avec une p-value hautement significative. Et de même, le coefficient de détermination de Spearman a révélé une forte corrélation positive entre ces deux paramètres, à savoir l'incidence et la sévérité. Voilà, et cela confirme que plus l'incidence est élevée, plus la sévérité augmente de manière proportionnelle. Ensuite, nous avons le point suivant, les symptômes observés. À ce niveau,
nous avons pu observer les symptômes en images A et B des chancres noirs sur les troncs. Et il y a aussi des images qui montrent les chancres noirs sur des branches, voilà, et même aussi au niveau des rameaux. Et en image C, nous avons l'exsudation de gomme, voilà, au niveau des troncs et au niveau des branches. Et il faut noter que ces symptômes pourraient, voilà, être ceux caractéristiques de la gomose de l'anacardier. Et ces résultats sont en accord avec ceux de Moreira et collaborateurs 2013 au Brésil et ceux de Woni et collaborateurs 2017 au Burkina Faso, qui ont noté ces mêmes symptômes, voilà, sur des pieds d'anacardier. Et par ailleurs, nous avons aussi noté des symptômes tels que le dessèchement, voilà, total des pieds d'anacardier et que l'image démontre. Ensuite, nous avons aussi le jaunissement foliaire en image E. Et enfin, en image F, nous avons la rouille noire des noix. Voilà. Ensuite, nous passons à l'inventaire des champignons. À ce niveau, l'inventaire a révélé la présence de 7 espèces de champignons, à savoir l'espèce Lasiodiplodia et l'espèce Pestalozia, l'espèce Fusarium, ensuite Aspergillus, Coletotrichum lospoides, ensuite Penicillium, et ensuite nous avons Botrytis cinerea, et enfin nous avons Cuvillaria lunata. Et donc la figure 5 nous montre le pourcentage de répartition de ces différents champignons. Et il faut noter que l'espèce Lasiodiplodia occupe occupe le plus grand pourcentage parmi ces différentes espèces. Et nos résultats obtenus sont en accord avec ceux de Woni et collaborateurs 2017 au Burkina Faso qui ont pu inventorier 4 espèces, voilà, à savoir Fusarium et Botrytis, ensuite Aspergillus et Coletotrichum, excepté l'espèce Lasiodiplodia que nous avons pu isoler dans notre étude. Ensuite, nous avons le point suivant, l'inventaire des champignons suivant les organes collectés. À ce niveau, il ressort que l'espèce Lasiodiplodia se retrouve presque dans les 4 types d'organes collectés, à savoir les racines, les feuilles, les rameaux et les écorces. Et cela pourrait s'expliquer par le fait que cette espèce a une croissance rapide et parvient à coloniser, disons, à coloniser les différentes parties de la plante. Et ces résultats sont similaires à ceux de Dianda et collaborateurs 2020 au Burkina Faso qui ont pu isoler, voilà, qui ont obtenu des isolats de Lasiodiplodia théobromée, voilà, sur des feuilles, les brindilles et les racines, voilà, collectées sur des pieds de manguier atteints du dessèchement. Et donc, nous avons la figure 6 qui nous montre le pourcentage de ces champignons suivant les différents organes collectés. Mesdames et messieurs, ces résultats obtenus nous ont permis de tirer des conclusions et des perspectives suivantes. Et en guise en résumé, nous pouvons dire qu'il existe une différence et des similarités de taux d'incidence et de sévérité dans notre étude, avec l'incidence qui varie de 63,8% à 100%, et la sévérité de 19,9% à 46,13%. Ensuite, l'inventaire nous a permis d'obtenir 7 espèces
de champignons, à savoir l'Asiodiplodia, Pestalozia, Fusarium, Aspergillus niger, Coledotrichum grosboides, Penicillium, Botrytis cinerea et Cuvularia lunata. Et il faut noter que ces résultats ont une importance en ce sens que ils nous informent sur la gravité de la maladie et aussi sur les agents fongiques rencontrés dans les différents vergers des provinces étudiées au Burkina Faso. Et en guise de perspective, pour un contrôle efficient de la maladie, il serait judicieux de pousser l'étude sur la caractérisation moléculaire et couplée au test de pathogénicité pour déterminer le ou les agents fongiques associés à la maladie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et nous nous prêtons à votre différentes questions là, et suggestions. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour votre très belle présentation qui, pour ma part, nous a instruit sur ce qui est de la maladie de l'anacardie appelée la gomose. C'est vraiment une maladie qui est très inquiétante dans le milieu de l'anacarde. Alors, merci pour cette belle présentation et sans plus tarder, je pense que nous allons passer la parole à Monsieur Sylvain Quadio pour les différentes questions qui ont été posées dans le fil. Monsieur Sylvain, Oui, vous me monsieur recevez? Koulibaly, je vous Merci bien. reçois. Ok, allez-y. Alors, nous allons passer à la première question, mais je voudrais rappeler aussi que les questions se déroulent en deux phases. La première phase consiste à poser directement les questions dans le chat qu'on va lire directement à la présentatrice qui va donner une réponse suite à ces questions. Et la deuxième phase va consister à lever la main. Donc, pendant cette phase, nous allons donner la parole aux personnes qui auront levé les mains pour poser directement leurs questions. Donc, sans plus tarder, la première question, y a-t-il des variétés d'anacadier plus résistantes à la gomose? OK. Donc, je peux répondre? Oui, vous pouvez répondre. OK. Et aussi, je ne sais pas si je peux vous demander de parler un peu fort, puisque j'ai essayé d'augmenter le volume à mon niveau, mais je n'ai pas pu. Voilà. OK. D'accord, c'est compris. Ah, merci. OK. Concernant la question à savoir s'il existe des variétés résistantes à la gomose de l'anacardie, et oui, dans la littérature, oui, mais au niveau du Burkina Faso, nous sommes en train de, de, de mener, voilà, une étude sur ça, mais ce n'est pas encore fini. D'accord, merci madame. Alors, vous avez parlé de champignons. Alors, Oui. la question est la suivante. Comment la saisonnalité influence-t-elle la prévalence de ces champignons? S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question pour moi? Comment la saisonnalité influence-t-elle la prévalence de ces champignons? OK. Est-ce que vous avez bien compris la question? Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris la Ok. question. Oui, oui. Euh, bon, à ce niveau, euh, puisque je n'ai pas eu à faire euh, l'étude en deux saisons, voilà. Mais dans la littérature, il est montré que la maladie en saison sèche, elle ne se présente pas, elle n'est pas, c'est-à-dire les symptômes ne sont pas
tellement grave, mais en saison pluvieuse, voilà, les symptômes sont accrus. Voilà. Donc, mais à notre niveau, nous n'avons pas eu à faire en 2 saisons pour savoir si en saison pluvieuse, elle se présente comment et en saison sèche, elle est comment. Voilà. Mais dans la littérature, voilà, il y a des études qui ont été menées et qui ont montré que dans les 2 saisons, voilà, à savoir en saison sèche, nous avons la maladie qui ne s'exprime pas avec des symptômes graves. Et par contre, en saison pluvieuse, les symptômes sont sévères. Voilà. D'accord, merci, madame. Alors, la question qui suit, comment différencier l'exudation de gomose en réponse à une infestation de foreuse de tige sur le tronc de l'anacadier et la gomose de l'anacadier? OK. Merci bien pour la question. Et il faut noter que la différence entre ces deux symptômes, puisque effectivement, il y a Il y a l'écoulement de la gomme, voilà, qui permet de différencier si c'est une infection due à une maladie ou une défense de la plante elle-même. Voilà. Donc, à ce niveau, pour ce qui est de la gomose et l'anacardier, qui est une maladie, c'est-à-dire à l'étape, au stade avancé de la maladie, l'écoulement de la gomme est tellement que, voilà, c'est sévère. Voilà, on a un écoulement sévère, c'est-à-dire abondant, là, de la gomme. Par contre, la défense de la plante, bon, c'est pas, il n'y a pas assez d'écoulement. Voilà. C'est ce que je peux dire comme réponse. D'accord, merci, madame. Quel est le lien entre les taches jaunes sur les feuilles chloroses et la gomose de l'anacadie? OK. Merci pour la question. Euh, à ce niveau, euh, nous n'avons pas prêté attention à ces symptômes-là. C'est des symptômes, c'est-à-dire c'est autres symptômes en plus qu'on a eu à recenser, à collecter. Voilà, on n'a pas ciblé. Ce que nous avons ciblé comme symptômes associés à la gomose, c'est les chancres noirs avec la présence de gomme. Voilà, puisqu'il y a lors de la prospection, la collecte des données et sur les pieds d'anacadier, il y a eu des rameaux même qui ont et on a observé des rameaux qui avaient des chancres avec une présence de voilà, la gomme. Voilà, et nous avons fait les prélèvements. Voilà, mais maintenant, au niveau des feuilles, en ce qui concerne les taches de chlorose, nous n'avons pas prêté attention. D'accord, merci, madame. Alors, la question qui suit, comment les 50 pieds sont choisis ou quelle est la répartition des 50 pieds dans les vergers? OK. Donc, pour la sélection des 50 pieds dans les vergers lors de l'évaluation de l'incidence et la sévérité, nous l'avons fait en suivant les diagonales, voilà, dans les vergers. Donc, arrivé, nous avons essayé de faire un parcours tout le long de la diagonale, voilà, dans les 4 côtés, voilà, en considérant que c'est un rectangle, voilà, on a fait, voilà, un parcours suivant les 2 diagonales, là, pour faire des prélèvements. D'accord, merci, madame. Alors, la question qui suit est la suivante. Avez-vous retrouvé dans la littérature des symptômes de la gomose sur les feuilles et les fruits de l'anacadier? Dans la littérature, Oui, des symptômes de la gomose sur les feuilles et les fruits de l'anacadier.
euh, les symptômes de la gomo sur les feuilles, oui, puisqu'il y a dans la littérature, et il y a les auteurs Woni et collaborateurs qui ont eu à signaler la manifestation de la gomose à travers le jaunissement des feuilles, donc qui à la suite vont tomber. Voilà, donc à ce niveau, il y en a. Il y en a. Et aussi lié aux fruits, voilà, tels que les noix, oui, il y en a. Dans la littérature, il y en a. D'accord, merci, madame. Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore de questions. En attendant les OK. questions dans le chat, nous avons des bras levés, mais on va finir d'abord avec la partie questions dans le chat avant de passer à la partie où nous donnons directement la parole aux personnes qui auront levé les mains. OK. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain. Nous allons déjà remercier tous nos participants qui ont bien voulu poser des questions dans le chat afin de pouvoir être plus éclairés. Alors, comme l'a dit M. Sylvain, nous allons poursuivre avec les questions dans le chat parce que notre présentatrice devait faire 40 minutes, elle a fait 25 minutes. Alors, donc, Oui. on a un peu de temps. Nous allons la remercier. Il y a certains qui disent qu'on ne vous voit pas bien, Ah, OK. docteur. Donc, si vous pouvez, voilà, faire, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, allez-y, M. Sylvain, je crois qu'il y a une autre question sur les champignons. Monsieur Sylvain? Oui, je suis là, je suis là. Voilà. Alors, les 7 champignons inventoriés sont-ils tous responsables de la gomose? Et il faut dire que non, puisque nous avons pu continuer l'étude sur la caractérisation moléculaire associée au test de pathogénicité. Et à ce niveau, c'est l'espèce Lasiodiplodia, voilà, qui est la plus mentionnée, voilà, en ce qui concerne la gomose de l'anacardie. D'accord, merci, madame. Alors, monsieur Sylvain, ah oui, il y a une autre question qui arrive. Donc, on va donner encore 3 minutes pour les questions dans le chat parce on a des mains levées. Donc, allez-y. Je pense qu'à D'accord, 35, on va passer aux mains levées. c'est compris, M. Koulibaly. Alors, la question est la suivante. La diversité génétique des vergers de, la diversité génétique des vergers de cajou influence-t-elle la sensibilité des plantes à la gomose? OK, donc je vais demander de reprendre la question pour moi. D'accord. La personne veut savoir si la diversité génétique des vergers de cajou Oui, influence-t-elle la sensibilité des plantes à la gomose? OK. La diversité, bon, à ce niveau, euh, oui, nous pouvons dire oui, mais pour le moment, nous, nous pouvons attribuer cela à chose. Bon, disons que les résultats que nous avons obtenus ici, nous pouvons attribuer cela à, aux facteurs tels que les climats, voilà, les zones, c'est-à-dire que d'une zone à l'autre, la maladie peut varier. Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne la diversité génétique, puisque cela va concerner les plantes d'anacardie, et nous allons mener des études sur ça pour voir. Sinon, pour le moment, je n'ai pas d'informations sur ça. D'accord. Donc, on va prendre la dernière question dans le chat et après, on va donner la parole aux personnes qui auront levé les mains. Donc, Alors, la question est la suivante. Quel est l'impact de la gomose sur la
productivité des vergers d'Anacadie et quelle est la stratégie de gestion que l'on peut mettre en place pour limiter les pertes de rendement? Ok, ok. Euh, Merci bien pour la question. Et il faut dire que dans la question, il y a la réponse et à la première partie de la question, à savoir l'impact de la gomose et au niveau des vergers. Donc, ça va entraîner des pertes de rendement, puisque avec les symptômes de la gomose qui vont jusqu'à entraîner le dépérissement du pied d'un acadier et voire même la mort totale de l'arbre. Donc, c'est des pertes de rendement qui sont signalées. Voilà, mais ici, nous n'avons pas pu faire des valeurs, voilà, exprimer cela par des valeurs. Et maintenant, comme solution, dans la littérature, il y a des différentes méthodes de lutte, voilà, ou de gestion, voilà, de la maladie qui sont mentionnées. Voilà. Et nous avons la lutte chimique, il y a la lutte et physique, voilà, qui est de couper la partie malade pour éviter que la maladie ne progresse, voilà, pour atteindre les autres parties de la plante. Et aussi, il y a la lutte biologique. Voilà, il faut dire que de nos jours, c'est ce qui est d'ampleur, là, plus envisagée, la lutte biologique par l'utilisation des extraits, des huiles essentielles, voilà, et aussi et, disons, des antagonistes, voilà, qui pourront lutter contre le champignon, disons, voilà, qui est associé à la maladie. Et nous avons aussi la lutte génétique, voilà, qui est d'employer voilà, et des plants d'anacadier qui seraient tolérants ou résistants voilà, à la maladie. Et aussi, la dernière des méthodes qui est intéressante, c'est la lutte intégrée. Voilà, c'est-à-dire de combiner de manière, voilà, de combiner voilà, ces différentes méthodes-là pour éviter de nuire aussi, puisque en appliquant une méthode de lutte, il faut voir s'il n'y a pas d'impact négatif voilà, sur l'environnement. Donc, c'est ce que je peux dire comme réponse. Merci. D'accord, merci madame. Merci beaucoup, docteur, pour avoir répondu à toutes ces questions qui ont été suscitées par votre présentation. Cela montre l'intérêt régional qu'a cette maladie sur nos vergers d'anacadier, parce que vous voyez que c'est pratiquement tous les pays qui posent des questions. C'est une maladie qui est répandue dans tous les vergers. Et merci aussi d'avoir proposé des méthodes de lutte, parce que c'est ce qui est aussi important afin de pouvoir réduire l'impact de cette maladie-là sur nos vergers. Alors, M. Sylvain, on pourra passer aux mains levées et pour toujours apporter des éléments de réponse à nos différents participants. Merci. D'accord, monsieur Koulibaly. Alors, nous avons monsieur Yenekon qui a levé la main. Bonjour, chers participants. Bonjour, monsieur. Oui, on m'appelle Anselme Tchétani Yenakon. Je suis du Bénin. Je suis affilié au laboratoire d'études de recherche forestière de l'Université de Parakou et j'interviens aussi au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Chez moi, c'est une contribution. Et je voudrais, d'abord, je remercie Madame Kansi Yeri pour sa présentation et je voudrais suggérer que en utilisant sa base de données, elle peut déjà voir comment préciser la variation de la gomose d'une zone de production à une autre. Parce que l'étude, l'inventaire a abordé
les grandes zones de production. Donc, elle va voir Ok. la Oui. variation de la maladie, de l'incidence de la maladie d'une zone à une autre. Lorsqu'elle va utiliser sa base, ça serait vraiment faisable. Et l'autre chose, telle que l'a abordé quelqu'un déjà, et il fallait aussi voir quelle est l'incidence de la maladie d'une variété de cajou à une autre variété. C'est aussi faisable parce que vous avez déjà collecté les données et je pense que l'échantillon a pris en compte plusieurs zones et dans le choix des plants, puisque c'est nos plantations dans notre zone ne sont pas des plantations homogènes en matière de variétés, c'est plusieurs variétés qui sont mélangées. Donc, certainement, vous aurez des arbres d'une variété et de l'autre variété que vous pourrez quand même voir l'effet de l'incidence de la maladie sur telle ou telle variété. Voilà ma contribution. Merci à vous. D'accord, merci Monsieur Yenakon pour votre contribution. Donc, pour le moment, nous attendons encore les mains levées. Alors, à la suite, en attendant une autre main levée, je pense qu'il y a une autre question de M. Sewanou Alain qui demandait comment différencier la gomose des autres maladies du cajou. Ok. Je peux répondre? Oui, Oui, vous allez-y. pouvez répondre. Ok. Donc, merci pour la question. Et il faut dire que pour ce qui est de la gomose et l'anacadier, hum, disons que les symptômes, voilà, si on peut recentrer pour dire que le symptôme qui caractérise plus la gomose, c'est l'écoulement, voilà, de la gomme. Voilà. Ça, en tout cas, ça dit à ce stade-là, on sait que voilà, c'est la gomose qui est en place. D'accord. Donc, elle est plus reconnue par l'écoulement. L'écoulement de la gomose, elle est plus intense que Oui, l'écoulement qui est fait par rapport aux fourreurs c'est ça. et ainsi que d'autres maladies qu'on pourrait Oui, avoir. D'accord. Monsieur Sylvain, je pense qu'on a encore des questions hein, qui sont Oui, posées oui, dans le chat. nous avons encore des questions dans le chat. ok. Mais bon, on va lire les questions dans le chat, étant donné que nous n'avons pas de main levée. C'est ça. Alors, la question nous Et vient du docteur. on a encore quelques minutes. Oui, oui, c'est ça. La question nous vient du docteur Banla du Togo, qui veut savoir pour l'inventaire des maladies fongiques, l'étude a pris en compte les cultures associées dans les vergers. Oui, s'il vous plaît. Donc, je réponds à la question. Oui, oui, oui. Alors, je disais que la question nous venait du docteur Banla du Togo. Ok. Il veut savoir, pour l'inventaire des maladies fongiques, Oui, est-ce que l'étude a pris en compte les cultures associées dans les vergers? ok. Oui, effectivement, lors de la prospection, nous avons vu certains vergers qui abritaient aussi des pieds de manguier. Voilà. Et vu que ces deux espèces-là sont voilà, de la même famille, voilà, donc ce serait évident que il se pourrait que les pieds de manguier seraient des plants là où il y a des espèces hôtes, voilà, et qui pourraient avoir favorisé, voilà, la présence de la gomose et l'anacadie. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, bien sûr, c'est bon, c'est bon. OK. D'accord, on a encore une question dans le chat.
Vous avez mentionné que la gomose peut varier selon la zone et le climat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres symptômes prédéfinis de la gomose en dehors de ceux précisés, suite à la variation du climat et de la zone? Donc, c'est à savoir s'il y a d'autres symptômes, Oui, c'est ça. mais qui seraient ceux de la gomose. Oui, c'est ça. Bon. Et, lors de notre prospection, ce que nous avons pu observer comme symptômes, c'était les chancres noirs sur les troncs, les branches et aussi sur des rameaux. Et nous avons aussi observé comme symptôme l'écoulement de la gomme, voilà, soit la présence ou pas. Voilà. Mais maintenant, à savoir s'il y a d'autres symptômes, et dans la littérature, oui, il y a sur les feuilles, voilà, qui peut entraîner le dessèchement, voilà, et aussi sur les noix, voilà, on a des symptômes. Mais à notre niveau, nous n'avons pas observé cela. C'était quelques symptômes de jaunissement, mais que nous n'avons pas pris en compte. D'accord, merci, madame. Alors, nous avons encore une question de madame Baldé qui demande si, si l'on suspecte de la gomose sur notre anacadier, quelle est la recommandation ou les traitements que nous pouvons adopter? OK. Et, bon, sincèrement, je vais demander de reprendre pour moi parce que là, le volume, j'ai essayé d'augmenter à mon niveau, mais ça n'a pas marché. Si j'insiste et puis j'embrouille les choses, c'est pas bon. D'accord, je Donc, vais un peu. OK. mm, Si l'on suspecte de la gomose sur notre anacadier, mm, quelle est la recommandation ou le traitement que l'on peut adopter? OK. Merci pour la question. Et en tout cas, ce qui est préconisé, c'est une lutte intégrée. Voilà. C'est-à-dire, si vous disposez en tout cas, déjà, sur le champ, c'est de d'appliquer la lutte physique, c'est de couper la partie malade, voilà, en entendant de réunir les autres méthodes de lutte. Voilà. C'est un peu ce que je peux dire. D'accord, merci madame. On a une question de monsieur Florent, madame Florence, pardon. Elle OK. commence d'abord par vous remercier pour votre belle présentation. Mm. Et sa question est la suivante. Dans le cas spécifique de cette maladie, quelles peuvent être Mm. les précautions à prendre au niveau des pépinières? OK. Au niveau des pépinières, Au niveau des précautions, pépinières, oui, c'est ça. s'il existe. Oui, les pépinières, voilà, j'ai bien entendu. Voilà, merci. Et pour ce qui est des précautions à prendre au niveau des pépinières, c'est déjà d'utiliser du matériel qui a été signalé, le matériel de plantation signalé comme résistant à la gomose. Voilà. Puisque si déjà au niveau de la pépinière, euh, puisque on peut, euh, disons, on peut faire le greffage, voilà, avec et des greffons provenant des pieds d'anacadier qui ont montré une résistance ou une tolérance à la gomose. D'accord. Merci, madame. Alors, nous avons une question de monsieur Sewanou Alain Stéphane. Dans vos recherches sur la littérature de la Mm. gomose, existe-t-il des variétés résistantes à la gomose? Si oui, quelles sont ces variétés? OK. Et effectivement, au Brésil, il y a eu des variétés
d'Anacadiens qui ont présenté des résistances à la gomose. Et c'est des variétés, c'est codé. Voilà. Peut-être après, je vais partager ça, voilà, dans ma présentation. D'accord, merci madame. Alors, pour le moment, il y a pas de questions non plus, il n'y a pas de main levée, à part que les personnes connectées vous remercient pour votre attention. En tout cas, merci beaucoup, docteur Iris Merci. Jacqueline, pour votre présentation et pour avoir répondu, je pense, de façon explicite à toutes les questions qui ont été posées. Moi-même, en tant que modérateur, j'avais une petite question. C'était juste de savoir comment est-ce que la gomose, est-ce que vous expliquez la propagation de cette maladie-là à travers les vergers? Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que j'ai pas. OK, OK. Merci bien, Monsieur Koulibaly, pour la question. Et il faut dire que la propagation de la maladie pourrait déjà s'expliquer par, ça veut dire, si au début, peut-être pas les plantes hautes, c'est-à-dire peut-être sur les pieds de manguier, mais maintenant, euh, plus poussé, ce serait au niveau euh, des techniques, disons les outils utilisés lors de l'élagage. Voilà. Si toutefois le producteur a utilisé un outil pour élaguer des branches d'un pied d'anacadie malade et voilà, et ensuite passer à un autre qui est un pied asymptomatique, c'est-à-dire voilà, un peu, voilà, on ne voit pas les symptômes. Bon, du coup, et la maladie va se propager. Et aussi, il y a les facteurs climatiques tels que les eaux de ruissellement, voilà, qui peuvent transporter les germes de champignons et propager la maladie. Voilà. C'est ce que je peux donner comme explication. Je ne sais pas, Merci vous m'entendez? pour la Ah, réponse. ok. J'ai bien compris. Merci Ok. beaucoup. Voilà, j'ai bien compris qu'elle se propage par contamination. Et merci. Je vois il y a prière de bien vouloir partager les documents. OK. Je vois un autre qui dit que lui, il voudrait nous informer qu'il a eu plusieurs cas de gomose dans son verger et que lui, il a réussi à éradiquer la gomose par l'eau de Javel en lavant l'écoulement de la sève. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette technique de lutte-là. Oui, c'est M. Siwano, hein, Alain, qui nous propose cela. Ok. Non, c'est Nsira Touré, pardon. Ok. Ah, donc, nous allons remercier le monsieur pour son apport. Donc, M. Siwanou posait la même question. Je pense que il demandait, selon vos recherches, quels traitements biologiques ou chimiques sont efficaces contre la gomose, selon vos recherches. Ok. Selon nos recherches, pas, bon, disons pas des résultats provenant de nous, mais dans la littérature, il y a comme lutte biologique, et il y a les souches de trichoderma. C'est un antagoniste qui est utilisé pour lutter contre le champignon qui est à l'origine de la gomose de l'anaptère. En tout cas, c'est cette espèce qui est d'actualité dans la lutte biologique. Mais aussi, il y a des extraits de plantes qui sont utilisés, tels que le Nîmes et le Simum gratissimum. Voilà. Il avait demandé aussi des traitements chimiques. Est-ce que vous en connaissez? Selon votre... Et
euh, oui, les traitements chimiques, et puisque dans ce sens-là, c'est surtout les produits chimiques qui sont homologués, sont conseillés à utiliser, et non tels que le mancoep, là, qui est utilisé, vu que le champignon, l'Asiodiplodia, est un peu un champignon qui est véhiculé du sol jusqu'à les autres parties de la plante. Donc, c'est d'utiliser plutôt des fongicides systémiques et aussi de contact. Donc, nous avons mancozeb et aussi l'azoxystrobine sont peu utilisés. D'accord. Merci pour cette réponse. Je pense qu'il nous reste de petites minutes. Il y a une dernière intervention. Je pense qu'on va la prendre pour la dernière. Il disait si la propagation est possible par le Oui. ruissellement, est-il possible aussi que les insectes tels que les abeilles, les criquets, les mouches, moi-même j'ajouterai la transhumance, c'est-à-dire que le bétail et autres, Oui. pourraient favoriser la propagation de cette maladie-là? C'est M. Yfon Didier du Bénin qui pose cette question. OK. Oui, c'est possible. C'est possible que tous ces facteurs réunis favorisent la propagation de la maladie. D'accord. Alors, merci beaucoup. Chers participants, je pense que nous allons inévitablement vers la fin de notre webinaire. Nous allons, une fois de plus, Monsieur Sylvain, si vous convenez avec moi, remercier notre brillante présentatrice, le docteur Yeri Jacqueline, lui dire merci pour cette présentation et je pense que, comme on l'a demandé à celle qui l'a précédée, les participants souhaiteraient pouvoir avoir aussi sa présentation, si possible, après ce webinaire. Et Alors, monsieur, Monsieur Sylvain Quadio, si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, je pense qu'on pourra aller directement à la conclusion afin de donner du temps aux gens, parce que je vois, oui, ok, c'est des remerciements, voilà, pour l'explication qu'on donne encore à notre présentatrice et on continue de la féliciter, voilà. Merci beaucoup. Non, Monsieur Koulibaly, je n'ai monsieur, pas d'autres choses à ajouter, à part que je vais donner la parole à Madame Jacqueline, si elle a quelque chose à dire. Au défunt, voilà. OK, merci bien, monsieur Quadio. Et bon, il faut dire que bon, monsieur Koulibaly dit docteur, donc je suis un peu flattée. Je ne suis pas encore sortie. Ah, OK, bon, autant pour merci. moi, je pense que je Merci pour suis les encouragements. en train de prophétiser alors. Oh, amen, donc je le sois. Merci. Oui. OK, vraiment, c'est vous dire grand merci pour ce cadre qui nous permet de voilà, partager nos informations et les résultats de recherche. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et nous serons aussi disposés s'il y a d'autres opportunités. Voilà. Merci. Voilà. Merci encore, Madame Jacqueline. Alors, nous allons, comme je le disais, nous allons conclure notre webinaire de ce jour. Alors, il s'agit, comme je l'ai signifié au départ, d'une série de webinaires mensuels portant sur le partage de connaissances et de bonnes pratiques dans les domaines spécifiques sur le secteur du cajou. Tout en réunissant des experts et des participants de différents horizons, tels que nous sommes aujourd'hui sur ce webinaire de ce jour. Alors, la date de la prochaine session de notre série de webinaires scientifiques sera fixée à la période d'avril. Alors, une invitation par courriel comportant la date fixée sera envoyée à tous les participants et à tout le monde. Et nous allons rappeler à tous nos participants pour leur dire que si vous avez
des recherches et des innovations dans le secteur du cajou que vous aimeriez partager lors de l'une de nos prochaines sessions, alors vous pouvez nous contacter pour le webinaire scientifique au scientifiqueconférence@ticcashu.org. Et pour ceux qui ont des présentations sur les aspects politiques, vous pourrez aussi nous contacter sur secrétariat.cicc@gmail.com. Je pense que toutes ces informations, on pourra vous les partager. Une fois de plus, je voudrais préciser que ce webinaire est organisé par le Conseil consultatif international du cajou, en abrégé CCIC, et cela est initié par le projet Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes, qui est cofinancé par l'Union européenne en vertu de l'accord de Samoa avec l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, et par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, mise en œuvre par la GIZ par le biais de son projet régional Mauve comme Cachou. Nous voudrions enfin remercier à nouveau de vous être joints à nous et nous voudrions vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée productive alors que nous nous dirigeons, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ensemble vers une industrie de l'anacarde plus forte en Afrique. Il faudrait que nous puissions réunir tous nos efforts et nos différentes connaissances pour pouvoir arriver à cet objectif. Sur ce, je voudrais vous dire encore merci. J'ai été très ravi de modérer ce webinaire ce jour et je resterai encore disponible pour d'autres si l'occasion se présente. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début, je précisais que je suis Koulibaly Logosié Namongo et que je suis conseiller technique de la directrice de la production et du développement durable du Conseil du coton et de l'anacarde. C'est la structure de régulation et de développement des filières coton et anacarde en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu l'honneur de modérer ce jour, ce webinaire, qui, j'espère, ne sera pas la dernière. Et je souhaite encore vous dire merci et à la prochaine. Merci beaucoup à tous.